Bonjour, Arnaud Maillet, consultant en nutrition robot au sein du littoral normand sur le département de la Manche. Donc bonjour, pour ma part, Louis Jacquin, consultant en nutrition robot, principalement dans le Calvados, c'est un nom de littoral normand. Donc nous allons attaquer notre webinaire qui traite du thème suivant, qui s'appelle donc comment optimiser le volume de lait livré par stade. Donc nous allons débuter par une introduction. Donc pour augmenter la production par stade, il y a plusieurs axes. L'optimisation donc, de l'environnement, l'optimisation du management, l'optimisation de la gestion de l'alimentation et de l'élevage. Bien sûr, la plupart des conseils sont aussi valables pour entamer un élevage en salle de traite. Premier axe que nous allons aborder, ça sera l'optimisation de l'environnement. Donc, l'effet bâtiment est un facteur clé de la réussite des succès ou des échecs. Donc, en gros, on considère qu'il faut de l'espace dans le bâtiment, du confort, une bonne circulation, une répartition du troupeau homogène, et nous visons aussi également d'avoir de la propreté. Donc un robot qui fonctionne bien, c'est autour de 10% d'animaux autour du robot, donc 10% des vaches, 50 à 60% des animaux dans les logettes, et entre 25 et 30% des animaux à loge, hormis période de dessilage où effectivement il pourrait y avoir un petit peu plus que les 30% d'animaux. Donc au sein de la circulation, donc, ce qui est assez important, c'est d'avoir suffisamment d'espace donc, entre le robot et ce qu'il y a autour, donc on va dire 5 voire 7 mètres au minimum. Donc de ne pas avoir de cul-de-sac au niveau du robot, des sols propres et des sols non glissants. Au niveau du couchage, l'objectif c'est d'avoir plus de 50% des animaux couchés. Donc, quand la vache est allongée, il faut savoir que la circulation du sang dans la mamelle augmente de 30%. Donc, pour exemple, on voit sur le petit graphique une différence de production de lait entre une vache qui va être couchée 6 heures et une vache qui va être couchée 15 heures. Et donc ça fait une production de 1 kg de lait supplémentaire donc pour la vache qui est couchée 15 heures, contrairement à celle qui est couchée 6 heures. Donc on le voit entre l'histogramme rouge et vert. Donc pour avoir un abreuvement des animaux optimal, donc c'est un point assez essentiel, parce qu'il faut savoir que l'animal, il lui faut 3 litres d'eau pour produire 1 litre de lait. Donc à ce niveau-là, 10 cm d'abreuvoir par vache laitière, 10% des animaux doivent pouvoir boire en même temps. Moins de 20 mètres à parcourir pour accéder aux différents points d'eau. Ils doivent être accessibles et éviter dans les cul-de-sac ou les couloirs étroits. Pas de courant parasite au sein de ces abreuvements. Et un débit suffisant. Donc un débit suffisant, il faut compter au minimum 15 à 20 litres par minute. Et les nettoyer régulièrement pour optimiser l'abreuvement également. Donc là, on voit sur le petit graphique, donc on a l'abreuvoir avec effectivement les animaux qui sont en train de boire, donc avec une longueur de 3 mètres pour ces animaux à peu près, et derrière, qui a un espace pour que deux vaches puissent passer. Donc on va dire 1,50 m entre l'arrière des animaux et le mur ou la barrière qui peut être présente. Toujours au niveau de l'axe optimisation de l'environnement, on va parler un peu de l'ambiance. Il faut bien sûr donner la meilleure ambiance possible, que ce soit par de la ventilation naturelle et ou par éventuellement des ventilateurs. Il faut également limiter tout ce qu'on va appeler l'effet serre d'un bâtiment, et tout ça en partie pour lutter contre le stress thermique, mais également contre une mauvaise ambiance au niveau ammoniaque. Un point important également, c'est l'électrogéologie. Il est important de contrôler ces installations pour prévenir d'éventuels soucis. Une installation qui est intéressante d'avoir pour optimiser la production, c'est également avoir un tank tampon. Le tank tampon, il permet à la traite de ne pas être interrompue pendant la vidange et le nettoyage du tank de collecte, ce qui permet d'augmenter la productivité de sa stalle. Donc, axe suivant, ça sera l'optimisation du management. Donc, le premier thème qui est important dans cet axe-là, c'est la maîtrise de la reproduction et du renouvellement. Vous retrouvez un tableau dans cette slide où on retrouve les différentes productions en fonction d'un niveau de production par vache et par an et en fonction, dans notre axe, des jours de lactation. Donc, on a pris ici un exemple. Par exemple, pour un troupeau à 10 000 kg, passer de 210 jours de lactation en moyenne à 180 permet de passer de 29,2 kg à 31,8 kg, ce qui fait un gain
journalier de 2,6 kg, ce qui peut quand même induire pour un troupeau de 120 vaches laitières une hausse de production de l'ordre de 113 000 kg, donc plus de 110 000 litres de lait, ce qui peut représenter pas loin de 50 000 euros avec un prix payé à 450 euros des 1000 litres. Donc la maîtrise de la reproduction et du renouvellement est également importante. Donc l'augmentation du rang moyen de lactation permet de gagner en productivité. Donc cela est bien sûr possible s'il y a une bonne maîtrise de la longévité des animaux. Donc pour exemple, on a pris un exemple, donc si on a dans un troupeau, on a les multipares à 40 kg de lait, les primipares à 30 kg de lait en moyenne. Donc avec ce troupeau moyen, si on a 45% de primipares dans cet élevage, la moyenne de mon troupeau sera de 33,7 kg. A l'inverse, si on a 30% de primipares dans mon troupeau, 15% de moins, ma moyenne de mon troupeau global sera de 35,1 kg. Donc la hausse de la production moyenne en passant de 45 à 30% de primipares est de un peu plus de 62 000 kg de lait sur l'année. Sur un élevage ayant 120 vaches laitières à la traite, ça fait une production moyenne de un peu plus de 60 000 litres de lait produits sur l'année, donc un peu plus de 27 000 euros de produits supplémentaires en partant sur un exemple du prix du lait aux alentours des 450 euros des 1000 litres de lait. Les autres gains possibles, autres que sur la production réelle, on a l'effet prix du lait sur les taux, on a la diminution des besoins en renouvellement qui n'est pas négligeable non plus. À l'inverse, être prudent sur des potentiels effets négatifs qu'il pourrait y avoir, comme la hausse des frais vétérinaires, le taux moyen cellulaire qui pourrait augmenter. Mais ce n'est pas forcément le cas non plus dans les élevages où l'ensemble des choses sont maîtrisées. La maîtrise des pathologies est également importante au niveau management. Donc les pathologies pénalisent la productivité et donc la baisse de la production par animal et qui peut générer également du lait qui est écarté. Donc dans les différentes pathologies, on va retrouver tout ce qui est mamie de cellules, boiterie, les maladies métaboliques. À titre indicatif, une boiterie clinique ou une mamie clinique a un coût estimé de 250 euros au niveau de l'élevage par vache. Les 30% des pathologies, il faut savoir que 30% des pathologies ont lieu le premier mois de lactation. Donc on le voit sur le petit tableau qu'on a, les petits graphiques, donc avec les différentes infos qu'il peut y avoir sur le pourcentage de problèmes suivant les différents domaines, donc la fois boiterie, problèmes métaboliques, mammites, métrite et les problèmes d'ingestion. Donc si on regarde par exemple sur tout ce qui est problèmes métaboliques, effectivement, le premier mois, on voit la petite courbe bleue où effectivement on est à peu près à 40% sur le premier mois de lactation et on voit la diminution par la suite. Autre levier, la génétique. Parce que plusieurs index impactent fortement la productivité. Que ce soit donc, le lait, la vitesse de traite, le placement, la longueur des trayons, mais aussi la STMA, c'est la santé mamelle, ou bien encore la locomotion. On a pris un exemple qui sera sur l'index lait. Donc sur un gain, par exemple, de 200 kg d'index lait sur le troupeau, permettra environ un gain de 200 kg par animal et par lactation, ce qui représente en gros de l'ordre de 0,65 kg par vache et par jour. À noter que l'utilisation du génotypage permet un tri des animaux et aussi d'optimiser les accouplements. Autre levier très important, ça sera le pilotage du robot. Vu que, comme on peut bien s'en douter, la fréquentation est un point clé. Donc il faut suivre les indicateurs, il faut viser environ 3 traites par jour, par vache et par jour, sur les animaux à moins de 100 jours de lactation. Il faut bien sûr surveiller les VL avec régulièrement des retards de plus de 15 heures entre les traites, plus de 15 heures entre les traites, ce qui peut amener une baisse de productivité de ces animaux. Et surtout, il faut intervenir vite sur les animaux avec un indicateur de souci de qualité du lait ou de santé. Il faut également maîtriser la saturation en surveillant le temps restant disponible, qui peut s'appeler en fonction des robots, le pourcentage de temps libre, le pourcentage de temps de veille, le taux d'occupation. En diminuant le temps libre, on peut bien évidemment gagner de la production, mais on s'expose à d'autres contraintes.
Donc pour faire suivre par rapport à ce que Louis vient de dire sur le pilotage du robot, donc on a également tout ce qui est gestion du paramétrage. Donc la gestion du paramétrage du robot, c'est les acceptations à la traite qui sont ajustées en fonction de la saturation de mon ou de mes robots et de la production par animal. Donc en fonction des marques, il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer qui peuvent être pris en compte également. Au niveau des tri des animaux, donc selon l'efficacité, on peut aussi voir ce qu'il en est. Donc on a des rapports au sein des différents robots qui nous permettent de voir ce que les animaux produisent par rapport à au temps dans la stalle. Et surveiller le bon fonctionnement du robot. Donc le faire de manière journalière, en observant au moins une traite complète par jour et en consultant les différentes données que l'on peut avoir. Donc c'est les temps de traite, les vitesses de traite, les échecs ou les traites incomplètes notamment. Également, on peut avoir tout ce qui est mise en place de protocoles. Donc, quel est l'intérêt et pourquoi mettre en place des protocoles? Pour planifier et répartir la main-d'œuvre au sein de la journée, pour anticiper les choses et avoir le moins de soucis possible, et pour diminuer les interventions curatives et optimiser la production. On a la fameuse règle des 80-20, il y a 20% des vaches qui vous occupent 80% du temps. Donc, c'est d'arriver à être assez efficace durant ces 80% de temps où on s'occupe de ces fameux animaux. Donc quelques idées de thèmes où mettre des protocoles en place. Donc il y a tout ce qui est gestion du robot à la journée, tout ce qui est au niveau de la santé mamelle, santé du pied, au niveau de la repro, de la génétique, de l'entretien du robot par exemple. Donc vient le moment où nous allons aborder donc, le troisième axe, qui sera l'optimisation de la gestion de l'alimentation et de l'élevage. Alors bien sûr, l'alimentation joue un grand rôle, hein, que ce soit sur la production par VH laitière par jour, sur la circulation et sur l'apparition des pathologies. Donc, en résumé, bien évidemment, sur la productivité du robot. Il y a différentes thématiques pour optimiser la performance. La première que nous allons aborder, de ce point de vue-là, ça sera les fourrages. Il est important d'avoir assez de stock pour faire des bonnes transitions. Par exemple, 2-3 mois après la récolte du maïs. Il est important d'avoir des fourrages de bonne qualité, bien évidemment. Mais que ce soit d'un point de vue de la conservation, mais également d'une récolte à un bon stade. Tout cela pour optimiser la production. La longueur de coupe est aussi importante. Plus c'est court, plus on stimulera l'ingestion. Et il est également important de réaliser régulièrement des analyses pour optimiser la nutrition. Bon, pour que nos vaches soient performantes, il faut essayer d'élever donc, des bonnes génisses. Donc, comme on l'a dit, là, pour avoir de bonnes vaches, il faut élever de bonnes génisses. Elles doivent faire le poids sans être grasses et être prêtes à produire. C'est-à-dire qu'en gros, il faut respecter tout ce qui est les normes et les objectifs de croissance que nous avons rappelés dans ce graphique-là. Les fameux plus de 200 kg à 6 mois, faire dans les 420 kg vers 14 mois, c'est parfait pour obtenir une bonne vache. La clé de la réussite pour y arriver, c'est en général de bien gérer les transitions et de maîtriser le sanitaire, hein, en mettant en place du préventif et éventuellement de la désinfection et du vide sanitaire. Toujours au niveau de l'élevage, hein, il y a une notion qui commence à pas mal circuler dans les campagnes, c'est de discuter à propos de l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est en gros l'épigénétique, juste pour rappeler ça? C'est la valorisation du potentiel. Ça consiste en fait que la valorisation du potentiel génétique est impactée par l'élevage, que ce soit la nutrition, mais aussi tout ce qui est les pathogènes et tout ce qui est l'environnement qui tournera autour des animaux. On a pris ici un exemple. En gros, quand une génisse a une croissance, un GMQ qui passe de 900 grammes par jour à 1000 grammes par jour, cela avant sevrage, en gros, on estime qu'on gagnera environ 200 litres lors de la première lactation. Tout cela grâce à un développement plus important du tissu mammaire. En gros, pour résumer, le plan lacté construit la future mamelle. Vous retrouvez dessous donc deux photos qui montrent donc du tissu mammaire. Un avec un animal qui pesait 76 kg au gros sevrage et l'autre avec un animal à 105 kg. On voit la différence de tissu sécréteur. Toujours au niveau des génisses, ce qui est important, c'est aussi optimiser la préparation au vélage. On y reviendra un peu plus tard, également au niveau des vaches. Mais donc, en gros, c'est surtout sur les 3 dernières semaines, et où il faut bien y travailler, quoi. Il faut veiller à une bonne gestion alimentaire aussi, les mois précédents, cette période. Il ne faut pas que nos animaux chôment avant la prépa vélage. Donc après l'alimentation des génisses qu'on vient de voir avec lui, qui est hyper importante, maintenant on va parler de la ration des vaches taries et des préparations vélage, donc qui est aussi une phase clé au niveau de nos élevages.
Donc la production en lactation, il faut savoir qu'elle est fortement influencée par cette période. On ne prépare pas que la lactation de l'animal, on prépare aussi l'immunité du veau, le développement des ovules, responsables des futurs cycles pour la repro de l'animal. La durée de cette période, donc le tarissement, entre 50 et 60 jours, qui peut être un peu variable suivant les élevages. Et à l'intérieur de cette période de tarissement, on va avoir la préparation de vélage sur 3 semaines, une vingtaine de jours. Dans l'idéal, pour les génisses, apporter du maïs, on va dire au minimum 30 jours avant la préparation vélage, donc en gros 2 mois avant le vélage, avant la mise bas de mon animal. En termes de confort et d'abreuvement pour cette période, donc au sein du couchage, avoir en gros, il faut au minimum une place par animal. Et donc cette place, en termes de paillé, ça va représenter une dizaine de mètres carrés par vache tarie. Privilégier plutôt une aire paillée pour le lot préparation vélage, dans laquelle il faut viser 14 heures de couchage par vache tarie et par jour. Donc toujours pour faire suite sur tout ce qui est confort et abreuvement, donc au niveau alimentation, avoir un minimum d'une place par animal et par animal, ce qui permet d'éviter d'avoir une perte de lait sur nos débuts de lactation sur notre animal, qui peut se chiffrer à presque 1 litre de lait par jour et par animal. Au niveau abreuvement, avoir 10 cm d'abreuvoir par VL, avec suffisamment de débit, donc plus de 15 litres d'eau minute en termes de débit d'abreuvement, de débit d'eau. Et des abreuvoirs à niveau constant, les conseils qui sont en lien également avec le stress thermique sont valables pour les vaches taries et pour les vaches laitières. C'est exactement les mêmes recommandations. L'ingestion, l'ingestion pour ma vache tarie est un enjeu aussi majeur sur la future lactation. Donc la capacité d'ingestion, elle varie en fonction du stade. Pour exemple, ma vache qui va être en lactation, on est autour de 21-24 kg de matière sèche ingérée. On peut monter à plus de 24 kg, on peut frôler les 26-28 kg de matière sèche sur des animaux à fort potentiel qui vont produire beaucoup de lait. Au sein de ma période de tarissement, on va avoir la première période de tarissement où mon animal va consommer de 12 à 14 kg de matière sèche, alors que les quelques jours avant le vélage, cette ingestion va baisser fortement. On va passer de 12 à 14 à 8-9 kg. Donc on va perdre 4-5 kg de matière sèche d'ingestion en peu de temps, quelques jours. Comment faire pour favoriser et maximiser mon ingestion sur cette période de tarissement? Il faut des aliments et des fourrages de bonne qualité, ça c'est la première chose. Et qu'ils soient appétants, ça c'est la deuxième chose. Donc pas hésiter à enlever les refus et faire une distribution quotidienne dans l'idéal. Ration mélangée homogène avec des brins courts, donc des brins qui vont faire moins de 4 cm. Avoir une bonne accessibilité à l'auge, donc ça veut dire assez de place à l'auge et une disposition toute la journée, que la bête elle puisse aller consommer sa ration toute la journée. Et si la paille est mise à volonté, il faut la renouveler régulièrement pour lui redonner de l'appétence. Toujours donc sur la phase préparation vélage tarissement, au niveau de l'état corporel, on vise de tarir une vache dans l'état dans lequel elle doit véler. L'objectif au niveau de la NEC, la note d'état corporel d'environ 3,5. En gros, le tarissement, il est ni fait pour maigrir, ni fait pour grossir. Donc, au niveau de la gestion de l'alimentation, on conseille de préférence de gérer donc, en 2 lots. Donc, un lot qui va grosso modo de 60 jours avant le vélage jusqu'à 21 jours avant le vélage, qui sera un lot début de tarissement, qu'on peut aussi appeler phase de repos. On visera principalement une régénération de la glande mammaire. Et enfin, le deuxième lot de 21 jours, en gros, avant vélage jusqu'au vélage, on va appeler le lot préparation vélage, qui aura le but de, qui est la phase la plus importante du tarissement, mais qui prépare aussi, comme on l'a dit, la lactation suivante, et qui aura le but d'adapter la flore microbienne de la ration de vache laitière, mais aussi à préparer à avoir un vélage aisé et à maintenir une bonne ingestion. Donc, on va ici regarder quelques recommandations alimentaires. Comme on dit, il faut apporter ni trop ni trop peu, comme on a pu le voir avant. Alors ici, les recommandations alimentaires, on va les donner en norme INRA 2018 ou Cystadie. Donc au début de tarissement, grosso modo, on conseille d'apporter en gros 8,5 à 9 UFL, et en gros dans les 800-850 PDI par jour, par vache tarie par jour. Au niveau de la préparation vélage, on va approximativement 10 UFL et 1000 g de PDI par vache tarie par jour. Il faut aussi bien couvrir les besoins en oligo, minéraux et vitamines
c'est important. Donc toujours sur ma période de tarissement, donc tout ce qui est en relation avec l'acidification de ma ration tarie, tout ce qu'on appelle la gestion de la BACA. Donc l'objectif de l'acidification métabolique, c'est pour stimuler la parenthormone et donc augmenter la disponibilité en calcium. Donc, et le but indirectement, c'est de réduire le nombre de filatures d'hypocalcémie. Donc les conséquences de l'hypocalcémie, c'est quoi? C'est une baisse de la rumination, c'est une baisse de l'immunité, c'est une augmentation des amaigrissements, c'est des cétoses, des métrites, des mammites et des troubles de la reproduction. Donc ça impacte vraiment sur beaucoup de données. Donc si l'animal a moins de 82 mg par litre de calcium dans le sang, le taux de réforme augmente de 20% par la suite. Donc c'est quand même un impact hyper important sur la carrière et le pourcentage de réforme au sein de l'élevage. L'idéal, c'est de viser une BACA de la ration à minima proche de 0 et viser un pH urinaire inférieur à 7 points. Donc les autres conseils qui sont très importants aussi pour cette période, donc éviter les mises à la diète pour le tarissement. Le jour du tarissement, éviter les mises à la diète des animaux. Si besoin, traiter le parasitisme avant l'entrée en préparation vélage. Ça va permettre d'avoir des colostrums de bonne qualité et d'éviter de le faire au moment du vélage. Et quelques optimisations possibles, donc l'acidification plus importante, mais attention à l'apport en calcium, des apports de certains additifs, notamment de la méthionine protégée, des levures vivantes. L'augmentation de l'apport en protéines peut également être possible sur cette période-là. Le drenchage après le vélage et les apports de certains bolus en ciblé sur certains animaux, notamment les vaches en 4e lactation et plus, avec des bolus de calcium qui peuvent être apportés. Donc, à suivre de l'alimentation des vaches taries et de la préparation de vélage, nous allons parler bien évidemment de l'alimentation des vaches laitières. Donc, au niveau de l'alimentation des vaches laitières, c'est important, là c'est l'abreuvement, mais on l'a déjà abordé en amont dans cette présentation, nous n'allons pas y revenir. Alors, au niveau de l'alimentation, la distribution de la ration, elle est très importante. On conseille de nettoyer si possible tous les jours la table d'alimentation, on conseille d'avoir assez de refus pour être sûr d'avoir assez d'ingestion, mais qui soient des refus sans tri. On veut également une ration en permanence accessible et on veut éviter les particules trop longues pour éviter tout ce qui est le démélange et le tri. Le mélange il doit être homogène tout au long de la table d'alimentation et tout au long de la journée. Et il ne doit bien sûr pas chauffer. Il est possible de monitorer le mélange, c'est par la prise de température, par le tamisage de la ration, par tamis Penn State par exemple. Mais on peut également aussi analyser la ration en labo pour un coût d'environ 50 € hors taxe. Autre point au niveau de la distribution qui peut être réalisé, c'est contrôler que la pesée de la distributrice soit bien en bon état de marche. Alors, un thème important également, c'est tout ce qui est la gestion du stress thermique. C'est des thèmes qui ont déjà été abordés par le passé dans les webinaires. Et puis, on a maintenant souvent une trentaine de jours en Normandie où on peut être confronté à ce problème. Donc, il est important à travailler à tout ce qui est la réduction de son impact, que ce soit par l'alimentation, mais aussi par du logement. Donc, pour suivre son troupeau et pour optimiser l'alimentation, il faut aussi monitorer le troupeau. C'est-à-dire en réalisant un tour de troupeau, en consultant toutes les données laiteries et éventuellement les données CL, qui seront les indicateurs de troubles alimentaires, mais aussi tout ce qui est indications en lien d'acides gras, mais bien sûr tout ce qui concerne aussi au niveau de la laiterie, l'urée, le TB, le TB. On peut consulter aussi tout ce qui est bien sûr les données robots, en regardant tout ce qui est le lait par stade, et ainsi de suite. Éventuellement, on peut aussi faire des analyses sur les bovins, que ce soit des glycémies, des analyses de cordes cétoniques ou encore des calcémies. Alors, pour maintenir une bonne performance, ce qui est important, en cas de performance décevante, c'est de réagir vite. Et comment faire cela? En vérifiant déjà en premier lieu les quantités apportées, mais en faisant également rapidement des nouvelles analyses de fourrage pour voir s'il y a des changements, et éventuellement aussi des recherches de mycotoxines, pathologie qui est relativement présente maintenant dans nos troupeaux. Alors, pour optimiser la performance, bien sûr, il faut respecter les normes alimentaires. Sur cette slide, on a rappelé une partie des normes. Toutes ces données-là, on les retrouve bien sûr de manière plus pointue dans nos rationneurs. Donc, en gros, bien sûr, il faut respecter les apports en CMV. Il faut rester sur une ration relativement humide et donc pas trop sec. Rester sous les 40% de matière sèche. Ça, c'est assez important. Ça jouera sur l'ingestion, sur la valorisation de la ration.
On veut viser sur une ration qui reste à plus de 35% de NDF, plus de 16% de cellulose. Bien sûr, on n'a pas remis ici, mais rester sous 25% d'amidon. Et si possible, bien sûr, rester dans des bons rapports méthionine-lysine avec un rapport de 1:3. Et en bas de la slide, on retrouve les différentes normes qu'on conseille au niveau de la BPR, des PDI et des MAT en fonction des jours de lactation et en fonction de la production. Donc quelques conseils de ration à l'eau toujours pour nos vaches laitières. Donc le niveau de ration de base doit être plus faible que la production moyenne du troupeau. Cela laisse la possibilité de distribuer du concentré au robot pour favoriser sa fréquentation. Donc la ration, elle doit être équilibrée avec 5 à 10 kg de moins permis que la production moyenne de mon troupeau. Donc en gros, voilà, sur un exemple, un troupeau à 32 kg, ma ration serait équilibrée entre 22, 24 et 27 kg de lait. Dans tous les cas, pensez à apporter de la protéine rapidement dégradable pour permettre un bon fonctionnement du rumen. Si l'animal ne va pas rapidement au robot, ça va permettre d'avoir une bonne ingestion derrière. Choisir des concentrés issus de protéines nobles, donc soit à la fois pour nos aliments et nos concentrés énergétiques et azotés, et choisir le CMV et les additifs nécessaires, donc en période de stress thermique, notamment comme a pu le dire Louis tout à l'heure. Donc quelques conseils qu'on apporte également en termes de complémentation au robot. Donc la quantité de concentré distribué, on est au minimum sur 1 kg par animal et au maximum 7 kg par vache laitière et par jour. Donc on peut disposer de 3 aliments solides pour différenciation des apports en fonction des besoins spécifiques des animaux, liés en partie à leur stade de lactation et pour optimiser le coût de production et le coût alimentaire de l'élevage. Disposer d'un aliment liquide, éventuellement du propylène, et distribution d'additifs pour les cures ou cibler certains animaux, des hépatoprotecteurs, des minéraux, de la méthionine, etc. Les additifs peuvent être aussi incorporés dans un aliment lors de la complémentation. Donc les conseils en termes de gestion de la complémentation sont mes fresh vélés. Donc à la fois pour mes 2 aliments, donc pour mon correcteur azoté et pour mon concentré de production, donc pour ma VL. Donc lors du vélage, la quantité maximale de correcteur doit être arrivée à son maximum au bout de 15 jours. Pour tout ce qui est aliments de production, la quantité maximale au bout de 30 jours, avec une augmentation maximum d'1,5 kg d'aliments par semaine en moyenne. Éventuellement, on peut utiliser du préventif de propylène glycol ou des substituts sur les 3 premières semaines de vélage pour limiter certains problèmes métaboliques. Toujours au niveau de l'alimentation, il est intéressant de réaliser plusieurs grilles dans son logiciel, au niveau des grilles d'alimentation, bien sûr. On conseille à minima une grille de démarrage, une pour multi, une pour primi, que l'on établit en fonction des jours de lactation, en gros sur 40 à 60 jours après vélage. Puis, en général, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une grille première partie de lactation, à la fois aussi pour les primi et une pour les multi, et là, elle est en lien avec la production. Et ça, on peut la faire, mettons, de 40 à 60 jours jusqu'à 120 jours de lactation. Puis, on peut encore faire une nouvelle grille qu'on peut appeler grille seconde partie de lactation, une pour les primi, une pour les multi, aussi en fonction de la production, et qu'on démarrera aux alentours des 120 jours de lactation. Tout ça, c'est pour optimiser les apports tout en maîtrisant le coût. Et enfin, bien sûr, on peut faire aussi une grille avant tarissement pour permettre un tarissement plus aisé. Et ça, c'est en lien avec, bien sûr, le stade de gestation. Et si on a plusieurs races, on peut faire des grilles pour une seconde race. Donc, au niveau du robot, on peut surveiller tout un tas de paramétrages, que ce soit la vitesse de distribution des concentrés, les kilos concentrés maximum par repas, la diminution et l'augmentation par jour. Tout ça, on a la main pour faire des paramétrages et pour optimiser. On doit aussi, bien sûr, surveiller la consommation d'aliments, qui peut s'appeler pourcentage de reste aliments, qui peut s'appeler pourcentage de consommation en fonction des différentes marques. Et ce qui est bien à faire, normalement, c'est réaliser le calibrage après chaque livraison. Du moins, le faire le plus régulièrement possible. Alors après, au niveau de l'optimisation, une fois qu'on a tout vu ce qu'on a vu avant, il y a encore des optimisations possibles, comme on disait. Au niveau d'optimisation, par exemple, avec les acides aminés, avec l'apport de méthionine et de lysine, mais aussi on peut ajouter des levures vivantes
pour améliorer le fonctionnement du remède, favoriser l'ingestion, ainsi de suite. On peut aussi apporter des matières grasses pour renforcer la complémentation énergétique. Mais on peut aussi supplémenter tout simplement un aliment au robot avec un CMV, avec un minéral. Alors, on a pris dans cette slide un exemple. En effet, dans cet exemple, on le retrouvera, c'est sur le cas du calcium. On retrouve ici, sur un axe, vous retrouvez le pourcentage de taux de couverture en calcium. Et en bas, on retrouve le stade de lactation en jours. Donc on s'aperçoit que, mettons là, c'était le cas d'un élevage qui avait 250 grammes de moyenne de minéral par vache et par jour apporté à l'auge, mais notre vache qui a 14 jours de lactation n'est pas encore à pleine ingestion. Donc elle ne consomme pas ces 250. Or, c'est l'animal qui en a le plus besoin. Elle ne consommera même pas 200 grammes par jour. Donc, vous voyez, à l'arrivée, on lui fournit à peine 85% des besoins. Et en amont, dans cette présentation, on a parlé des risques d'hypocalcémie. Donc, ramener du minéral dans l'alimentation joue aussi donc, sur la maîtrise de cette hypocalcémie. On peut en importer aux alentours des 3%. Donc, arrive le moment de la conclusion de notre webinaire. Donc, on voit que pour obtenir une production optimale, il y a des choses qui sont en lien avec le troupeau et en lien avec le management. Mais sachant que tout s'imbrique aussi l'un dans l'autre. Donc, pour maximiser sa productivité, bien sûr, il faut travailler sur le niveau de production au niveau du troupeau, sur le débit de production, le débit de lait, la vitesse de traite, mais aussi le débit de lait par minute dans la stade, ça tiendra compte aussi des branchements. Il faut travailler sur la lactation moyenne, plus le troupeau est âgé, plus on aura de lait. Sur la maîtrise de la santé, pour ne pas acheter de lait et pour ne pas perdre de production à cause de problèmes. On peut travailler bien sûr sur la race, sur la génétique, et aussi sur la conformité des mamelles par rapport au robot et la locomotion. Tout ça, ça mènera soit une meilleure circulation pour la locomotion, soit un branchement plus rapide, et donc plus de productivité sur la stalle. Et on a sur la droite, vous retrouvez tout ce qui concerne les influences du management, ça sera toutes les décisions du chef d'entreprise. Ça sera les réglages du robot, tout ce qui est les décisions qui sont en lien avec l'installation, l'infrastructure, le bâtiment, et bien sûr au niveau de l'alimentation et de la mise en place de certains protocoles. Donc l'essentiel à retenir par rapport à la présentation qu'on vient de vous faire, c'est que pour gagner de la production, alors pour gagner de la production à la fois sur la stalle de robot, comme on va dire, mais comme a pu le dire Louis au début, c'est comme une présentation un peu généraliste, donc on est aussi bien sur de la traite robotisée qu'une salle de traite classique. Il faut agir sur un ensemble de facteurs et pas uniquement sur l'alimentation. Donc effectivement, le littoral normand est là pour vous accompagner sur l'ensemble de ces thématiques à aborder, donc que ce soit à la fois la nutrition, le suivi robot, l'élevage des génisses, les bâtiments, etc. Donc avec Louis, on vous remercie pour votre attention, merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas à contacter l'entreprise si vous avez plus d'informations et vous voulez qu'on fasse un point sur votre élevage précisément.